Bonjour tout le monde. Allez, on plonge tout de suite au cœur d'une analyse détaillée et franchement absolument fascinante aujourd'hui. On va décortiquer l'une des architectures économiques les plus innovantes du Web3, l'Interlink Network. On va voir exactement comment ce système arrive à lier la vérification de l'identité humaine à la finance décentralisée. Et surtout, pourquoi cette structure attire massivement l'attention et les capitaux des grandes institutions. C'est vraiment une exploration passionnante de la manière dont le simple fait de prouver son humanité se transforme en une véritable valeur économique tangible. Alors, pour le menu d'aujourd'hui, on va y aller étape par étape. L'économie à double jeton, les ratios de minage, la liquidité d'entreprise, la sécurisation des rails d'identité, la résistance quantique pour les banques centrales et pour finir, on passera en revue un petit guide d'intégration. C'est parti ? Première partie donc, l'économie à double jeton, ou comment réussir à séparer le minage de détail du grand capital institutionnel. Ce premier concept est une vraie masterclass. En fait, l'Interlink Network ne s'appuie pas sur un seul jeton, et c'est ça qui est brillant. Le but, c'est d'isoler complètement la participation quotidienne de Monsieur Tout-le-Monde des systèmes de paiement des grandes entreprises. Pourquoi ? Pour éviter que la volatilité spéculative ne vienne tout casser. Du coup, on a 3 niveaux bien distincts. D'abord, l'ITLG, ça, c'est l'actif brut, celui que les utilisateurs gagnent en minant via une application mobile. Ensuite, il y a le VITLG, qui est en quelque sorte le statut d'élite. C'est le jeton qui a réussi à passer les fameux filtres de vérification biométrique. Et enfin, on a l'ITL. Lui, c'est la course de règlement institutionnel et de trésorerie. Cette pyramide est super astucieuse parce qu'elle force les acheteurs institutionnels à absorber les actifs des mineurs de détail. Le capital est donc directement redirigé vers des êtres humains vérifiés. Et ce schéma illustre parfaitement cette dynamique. D'un côté, on a l'ITLG qui fait office de preuve de contribution humaine pure et dure. De l'autre, on a l'ITL qui gère la liquidité mondiale et les paiements d'entreprise. Les deux communiquent via un mécanisme de frappe extrêmement strict. C'est littéralement un pont à sens unique entre l'effort humain et la haute finance. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le ratio de minage et l'énorme valeur stratégique du VITLG. Posons-nous la question. Comment fixe-t-on le prix d'une identité humaine vérifiée ? Si on regarde les données de valorisation pré-lancement, on remarque tout de suite un fossé monumental. L'ITLG brut, donc celui qui n'est pas vérifié, se négocie autour de 0,65 $. Mais dès l'instant où ce jeton franchit les filtres biométriques et devient du VITLG, boum, sa valeur explose à 8 $. On parle d'une prime de validation humaine de plus de 1130%. C'est tout bonnement énorme. Et le bénéfice immédiat, c'est que ça réduit à néant la valeur des points générés par des bots, tout en récompensant financièrement les vrais humains. Et là, un chiffre clé entre en jeu, 27,5. C'est ce qu'on appelle la stature de jalonnement implicite. En gros, basé sur les valorisations, il faut verrouiller environ 27,5 jetons VITLG vérifiés pour avoir le droit de frapper un seul et unique jeton de règlement institutionnel ITL, qui lui est évalué à environ 220 $. C'est une barrière à l'entrée colossale. Ça garantit que seuls les vrais poids lourds institutionnels peuvent accumuler de l'ITL à grande échelle. On enchaîne avec la troisième partie, la liquidité et l'impact sur les trésoreries d'entreprise. Alors, comment cette rareté programmée protège-t-elle concrètement la valeur des réserves ? Le réseau utilise une architecture baptisée « une frappe 5 flux ». C'est crucial à comprendre. L'ITL ne se mine pas avec des machines, il se frappe. Et une fois créé, il est immédiatement absorbé par 5 flux totalement indépendants. On a les trésoreries d'entreprise qui payent pour accéder au système, 10 000 nœuds de paiement mondial qui verrouillent des jetons pour traiter les transactions, la liquidité institutionnelle pour le marché, la demande native pour les frais de DAPS et pour finir, les réserves souveraines. Ce drainage continu crée un mécanisme redoutable pour sécuriser la liquidité institutionnelle sur le long terme. Quatrième partie maintenant, la sécurisation de ces fameux rails d'identité numérique. On s'en doute bien, pour attirer des milliards de dollars issus de trésoreries d'entreprises, il faut que l'infrastructure soit incassable. Interlink Network n'a pas fait les choses à moitié. L'apprentissage automatique fédéré tourne via Google Cloud, directement sur les téléphones. Toute l'orchestration des nœuds repose sur AWS pour une évolutivité maximale. Et la cerise sur le gâteau, les algorithmes biométriques respectent les normes du NIST, l'Institut américain des normes et de la technologie. Résultat des courses, aucune donnée biométrique brute ne quitte jamais l'appareil. Le réseau ne manipule que des preuves cryptographiques. C'est littéralement une sécurité de niveau souverain. Cinquième partie, la résistance quantique et le lien avec les banques centrales. Le point crucial ici, au-delà de la sécurité immédiate, c'est la couverture macroéconomique. Le protocole intègre déjà des algorithmes post-quantiques. On sait très bien que l'informatique quantique va bientôt rendre les anciennes méthodes de cryptage totalement obsolètes, n'est-ce pas ? Eh bien, en anticipant cette menace et en rendant le décryptage par force brute
Impossible, ces jetons se positionnent comme des actifs de réserve viables sur le très long terme. C'est exactement le profil recherché par les banques centrales pour leurs réserves souveraines d'ici 2030. Et enfin, la 6e partie, on passe à la pratique avec le guide d'intégration et les mécanismes de jalonnement. Concrètement, comment on intègre ça dans un portefeuille? Avant même de parler de jalonnage, il faut saisir l'importance du score de crédit humain, le HCS. Ce n'est pas juste un petit badge de bonne conduite. Ce score évalue le minage, les parrainages et les transactions du portefeuille pour mesurer la confiance. Et c'est ce multiplicateur HCS qui dicte à quelle vitesse on peut frapper de l'ITL. Mathématiquement parlant, seules les entités les plus vérifiées et actives peuvent imprimer ce fameux jeton institutionnel. Découvrons le processus exact en 4 étapes simples. Étape 1, on commence par acquérir les jetons via le portefeuille natif ITLX. Étape 2, et c'est obligatoire, on passe les filtres biométriques pour débloquer le statut d'élite VITLG. Étape 3, on verrouille ces VITLG comme garantie dans le contrat intelligent. Et enfin, étape 4, l'ITL est frappé et distribué avec un rythme de production contrôlé par ce fameux score HCS. C'est un entonnoir ultra sécurisé. Pour conclure cette analyse, on se retrouve face à un changement de paradigme majeur. De la double tokenomie aux défenses quantiques, tout indique que l'identité vérifiée devient la nouvelle monnaie d'échange de la confiance numérique. Alors, la vraie question à se poser maintenant, c'est comment les fonds, les institutions et les trésoreries d'entreprises vont-ils ajuster leur portefeuille en prévision du grand déploiement des réserves d'identité prévues pour la fin de la décennie? C'est sans doute le défi financier le plus fascinant des années à venir.